Francis Rocard, qui est astrophysicien. Il est responsable de l'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales, donc l'agence spatiale française. Et vous le savez certainement, il a écrit plusieurs ouvrages sur l'exploration future et humaine de Mars. Et cette conférence, je pense, va avoir une saveur un peu particulière par rapport à tout ce qu'on a entendu précédemment, parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez en titre de la conférence, l'objectif Mars, il fait un petit crochet par la Lune, et c'est ce que Francis Rocard va vous raconter maintenant. Je vous laisse en sa compagnie. Merci, merci. Oui, Objectif Mars en passant par la Lune, c'est le titre que j'ai voulu mettre pour cette conférence, parce que c'est un peu le paradoxe de ce que l'on vit actuellement. C'est qu'il y a un retour phénoménal sur la Lune, je vais vous montrer tout ça, mais il faut garder à l'esprit que, en tous les cas pour les Américains, c'est clairement dit, le passage par la Lune est un passage stratégique, utile, nécessaire, mais c'est la Lune pour Mars, c'est pas la Lune pour la Lune. Alors c'est une longue histoire, ces missions martiennes. J'aime bien repartir d'un livre d'un auteur que vous connaissez bien, qui s'appelait Wernher von Braun, en 1952. Donc depuis 1945, il est aux États-Unis, il est un peu caché, il n'est pas encore sorti de sa clandestinité aux États-Unis, et il a le temps d'écrire, et il écrit The Mars Project, et dans lequel il imagine une mission habitée vers Mars. Et comme c'est un ingénieur, il a quand même fait les calculs. Mais ce n'est pas une petite mission, c'est une énorme mission, puisque la masse envoyée, c'est 4000 tonnes. Il y a une dizaine de vaisseaux pour un équipage de 70 personnes. Donc c'est extrêmement ambitieux. Voilà la fusée qu'il avait imaginée à l'époque. Et c'est une fusée qui est gigantesque. À l'époque, il y avait des ailes sur les fusées. Bon, maintenant, on n'utilise plus trop ça. Mais j'ai fait un compte de cette image, 77 moteurs. Donc, vous verrez que c'est un peu le syndrome de la fusée N1 soviétique, trop de moteurs et donc manque de fiabilité. Donc, c'était ça qui devait être utilisé. Et donc, une flottille qui arrivait simultanément, ça aussi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a du mal à concevoir, mais c'était le schéma de Wernher von Braun. Autre concept très audacieux, l'atterrissage sur Mars se faisait à l'horizontale. C'est-à-dire que c'était des avions, des espèces de navettes qui se posaient à l'horizontale avec des ailes, ce qui supposait qu'il y avait un minimum de pistes d'atterrissage, ce qui était extrêmement hasardeux, puisqu'évidemment, on n'avait aucune idée de l'état à la surface. Mais ça, c'est un choix critiquable de von Braun. Et ensuite, on enlève les ailes, on redresse le véhicule, et ça fait on obtient le Mars Ascent Vehicle, c'est-à-dire l'engin qui doit redécoller, qui est la problématique majeure, probablement j'y reviendrai, de cette mission martienne, c'est de repartir avec une fusée relativement importante. Plus tard, il s'intéressera lui aussi, comme d'autres, parce qu'il y a une activité de nucléaire avec le projet NERVA, donc il va un peu revoir ses calculs en 69, l'année d'Apollo d'ailleurs, pour un projet habité avec la propulsion nucléaire. Vous verrez encore que là, le schéma de la propulsion nucléaire est un schéma qui est de nouveau à l'ordre du jour. Alors, je voudrais faire un petit retour sur le passé pour voir un petit peu les enseignements. Bon, j'aime bien cette photo qui est la photo d'Harrison Schmitt qui part au travail. Voilà, c'est un astronaute besogneux sur la Lune avec sa pelle et son sac à dos. C'est la dernière EVA. Je trouve cette image assez symbolique de la mission Apollo. Deux autres images un peu symboliques. Celle du bas, c'est une image d'Apollo 11. Et en fait, quand Neil Armstrong ouvre l'écoutille, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup sur lequel on a beaucoup communiqué, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie la poubelle.
il envoie à la poubelle parce que il n'est pas question de repartir avec des choses inutiles. Et en plus, comme le Apollo 11, c'est la première fois qu'on se pose, il y a quand même, une incertitude sur la perfo au moment de redécollage. Donc, il n'est pas question de repartir avec des choses inutiles. D'ailleurs, il y a des centaines d'objets, ça a été systématique avec Apollo, qui ont été jetés, tous les emballages. Ils sont tous répertoriés, il y a une liste avec des sites. Sur l'image du haut, c'est Apollo 15 avec la Jeep. Et quelque chose que certains connaissent, mais pas tout le monde, c'est qu'en fait, il y a eu un premier accident sur la Lune, puisqu'ils se sont un peu grisés à rouler. Cette Jeep était assez performante. Et donc, ils ont fait un tête-à-queue. Voilà. Ils ont fait un tête-à-queue, ça aurait pu très mal se terminer, mais finalement, ça les a fait beaucoup rire. Évidemment, à Houston, ils étaient un peu affolés, mais tout s'est bien terminé. Alors, Apollo, en quelques chiffres, donc vous connaissez le discours de Kennedy, c'était en 61. Le timing est parfaitement respecté, c'est quand même pas fréquent, hein, puisque c'est bien en 69 qu'il se pose. Ça s'arrête en 72. Apollo 18, 19, 20 auraient pu exister, mais n'ont pas, ont été annulés. Sur les coûts, à l'époque, c'est environ 24 milliards, ce qui, en dollars d'aujourd'hui, représenterait un gros 150, 160 milliards de dollars d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2% du PIB américain, avec un maximum à 4,5% du budget fédéral. Je crois que c'est plutôt ça. Ça représente 400 000 personnes, donc beaucoup de monde, 20 000 sous-traitants, une centaine d'universités. Vous connaissez la masse d'échantillons rapportés, 382 kilos. Et j'insiste là-dessus, plus de 12 000 publications recensées en 2018, parce que même si ce programme n'avait rien de scientifique, ces échantillons ont permis des découvertes absolument uniques. J'y reviendrai. Donc voilà, la courbe du budget de la NASA en pourcentage du budget fédéral. Donc c'était pas du PIB, c'était le budget fédéral. Hein. Vous avez corrigé. Donc le 65-66, c'est le maximum des dépenses. Hein. On dépense toujours à peu près au milieu du projet. Et on monte à ces fameux pourcentages. Ça voudrait dire que si on voulait avoir 4,5% du budget fédéral aujourd'hui, le budget de la NASA passerait à 185 milliards. Bon. Si on le multiplie par 9, eh bien, ça n'arrivera jamais, bien évidemment. Aujourd'hui, le budget de la NASA, c'est 21, 22 milliards. Donc, il va falloir se donner du temps au temps, et ça aussi, j'y reviendrai. Vous voyez qu'ensuite, la courbe ne cesse de baisser en pourcentage, même si le budget de la NASA augmente un petit peu, voilà, pour se stabiliser autour des 20 milliards. Sur les retours scientifiques, juste quelques exemples. Bon, le plus connu, c'est l'origine de la Lune avec le modèle de l'impact géant qui est un consensus, hein, qui est aujourd'hui bien admis. Évidemment, tout ce qui est datation a été fait. L'histoire du grand bombardement tardif, qui aujourd'hui est assez contesté. Enfin, il y a pas un consensus, et depuis peut-être que ce grand bombardement tardif n'a jamais existé. Enfin, ça c'est un sujet qui est actuellement assez ouvert. L'affaire de l'eau sur la Lune aussi, le fait que les échantillons lunaires sont extrêmement secs, et donc ça c'est tout à fait compatible d'un impact géant pour la formation. Et l'océan de magma, qui est une grande découverte d'Apollo et qui depuis a été transplanté, si je puis dire, au cas terrestre et au cas martien. Donc cette idée qu'à un moment, l'intégralité de la planète est fluide avec un magma liquide qui va sécher, enfin qui va se durcir et former une croûte avec un magma fluide en dessous. Et ça, c'est valable pour la Terre comme pour Mars. Mais c'est quelque chose qui n'était absolument pas connu ni imaginé avant. Alors en fait, Apollo, vous savez qu'il y a eu une compétition. Hein. Elle était totalement secrète, mais depuis les infos sont sorties et quelques images. Donc il y avait cette fameuse fusée N1 soviétique qui est assez ressemblante à la Saturne V, hein, à une petite différence près. La différence, elle est là. C'est que les soviétiques ne maîtrisaient pas, et d'ailleurs ils ne maîtrisent toujours pas, les très gros moteurs.
Or, c'est fondamental pour une fusée comme Saturne V, où vous voyez le premier étage avec Wernher von Braun, donc 5 très gros moteurs qui ont permis à la Saturne V d'être une fusée fiable, alors que les 30 moteurs de l'époque, des années 60, n'étaient pas fiables du tout. Cette fusée N1 a fait 4 tests et 4 échecs. Et souvent, j'ai tendance à dire, ils sont tous partis au goulag. Bon, c'est presque vrai. Certains ont dû partir au goulag. Dans tous les cas, le programme a été complètement arrêté, mais on retrouve au musée le véhicule pour un astronaute unique sur la Lune. Et d'ailleurs, comme il ne maîtrisait pas bien le vide et surtout la pressurisation de ce véhicule, ce malheureux astronaute allait passer toute une semaine dans son scaphandre, ce qui est quand même assez cauchemardesque. Mais c'était ça le plan. Il y avait aussi des lunarodes qui devaient être là pour le véhiculer, dans la mesure où il se posait tout près des lunarodes. Alors, syndrome Apollo, l'un des syndromes Apollo, je ne m'étendrai pas sur les 2 autres, mais il y en a 3. Celui-là, c'est l'évidence qu'on ne peut pas envoyer des énormes fusées et ne ramener sur Terre qu'une malheureuse petite capsule. Donc, l'évidence des années 60, c'est que le progrès, et on parlait de simplification, on parlait de tir fréquent, c'est le lanceur réutilisable. D'ailleurs, ça revient aujourd'hui avec Elon Musk. Et donc, on va se lancer dans ce programme navette spatiale, qui est un programme qui s'étend sur 4 décennies quand même, une dizaine pour son développement et 30 ans d'exploitation. Cette navette devait être fiable et pas chère. Elle s'est avérée extrêmement chère. Son coût de lancement était en général jamais affiché. Les estimations, compte tenu des budgets, c'est environ 1,5 milliard le lancement. Et la fréquence de vol s'est avérée d'autour de 4 à 5 par an, alors que la navette a été vendue pour voler 20 fois par an. Et ça a été pas du tout la réalité. L'engin était beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher et beaucoup plus dangereux que ce qui était anticipé, puisqu'il y a eu les 2 échecs que vous connaissez, donc 14 morts. Et donc finalement, l'arrêt de la navette, même si cette navette a refurbiché Hubble, ce qui est quand même une grande réussite, mais le grand argument de ramener des satellites, par exemple, était un argument qui s'est avéré un peu un gadget, dans la mesure où la navette n'a pas ramené beaucoup de satellites. Il a même envoyé Galileo, ce qui était une absurdité pour aller vers Jupiter. Alors, autre grand programme qui a démarré 10 ans après la navette, c'est l'ISS. Là, on est sur plutôt 5 décennies, puisque ce programme n'est pas terminé. 15 pour son développement, 13 pour sa construction, et ça fonctionne depuis 2011. Et ça devrait s'arrêter vers 2030 à peu près. Voilà l'état de l'ISS. Et évidemment, la navette, parfois, allait jusqu'à l'ISS, plus maintenant. C'est une grande coopération avec, évidemment, la NASA, qui représente 80-90% du programme, mais aussi le Canada, l'Agence spatiale européenne, le Japon et la Russie. Évidemment, la Chine n'est pas partenaire de l'ISS, pour les raisons que vous comprenez. C'est 450 tonnes, 900 mètres cubes. Alors, c'est le seul endroit dans l'espace où on a une centaine de kilowatts. C'est quelque chose d'important. Environ 150 milliards ventilés sur une cinquantaine d'années, et donc des budgets de 3 à 4 milliards par an. Il faut savoir que les Américains consacrent 10 milliards par an aux vols habités, donc ce qui est un cas unique au monde. Alors, j'en viens maintenant à la Lune, pour juste vous faire un petit résumé de l'historique. Alors, j'ai écrit 122 missions, bon, peut-être que c'est 123 ou 124, c'est pas tellement ça qui est important. Donc, beaucoup de missions pour préparer Apollo, avec les Rangers, les Luna, ça, on est dans les années 50-60. Les missions Apollo et Luna proprement dites, au début des années 70, jusqu'à 76, et 2 décennies derrière, presque plus rien. La Lune était un peu le poulie d'or des compétitions scientifiques. À chaque fois, d'autres projets étaient passés devant. Clémentine est un projet technologique vendu par le département, le DoD, département de la défense américain, donc toute petite mission. Lunar Prospector, une mission scientifique qui a identifié la glace au pôle avec un détecteur de neutrons. Smart One, une mission techno pour développer à l'ESA la propulsion électrique. Et puis on voit un retour de la Lune
au XXIe siècle, avec le début des missions chinoises dans les années 2010, et pour les années 2020-2030, une trentaine de missions en préparation. Donc ça, c'est tout à fait... il y a un engouement extrêmement fort pour la Lune en ce moment, probablement piloté, si je puis dire, enfin pas piloté, mais provoqué par les Américains et les Chinois. Il y a un effet de concordance de temps, puisque les Chinois aussi ont un programme lunaire ambitieux. La Lune étant le test-bed, comme on dit, l'endroit au monde le plus facile pour tester et apprendre les technologies de l'espace lointain. Il est beaucoup plus simple d'aller voir sur la Lune. Vous apprenez la trajectoire interplanétaire, vous apprenez l'insertion en orbite, vous apprenez l'atterrissage, vous apprenez beaucoup de choses avec la Lune, et c'est à 3 jours de voyage, donc ça va beaucoup plus vite. Alors, une trentaine de missions, et dans cette trentaine de missions, il y a les missions classiques, dites institutionnelles. On voit les Luna soviétiques. Alors, ne croyez pas trop aux Luna. Hein. Les missions Luna, malheureusement, en Russie, il ne se passe plus grand-chose. Les missions Artemis, les missions chinoises Chang'e. Mais vous avez l'autre côté. Et vous avez les nouveaux acteurs qui apparaissent. Donc, Israël, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Allemagne. La France n'y est pas, d'ailleurs. La France pourrait y être, mais la France n'a toujours pas développé son programme lunaire. On va être présent sur la Lune, mais sur des coopérations. Et vous avez ces missions dites commerciales. Alors commerciales au sens où la NASA a développé un programme commercial qu'elle paye néanmoins. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le privé tout seul qui se finance. Tout ça coûte cher. C'est la NASA qui finance le service de lancement, donc de ces petits atterrisseurs, les CLPS. Et donc les atterrissages sur la Lune vont se multiplier, même si le programme a pris un peu de retard. Donc on va avoir à peu près 2 missions lunaires dès l'année prochaine qui vont se poser sur la Lune. Donc on va beaucoup parler de la Lune. Et puis vous avez les Israéliens, vous avez vu Breteshit, même si ça a été un échec, ils vont revenir. Voilà quelques exemples de missions à la fois commerciales, Moon Express, Astrobotic, ça aussi, les missions chinoises et la mission coréenne et une petite mission américaine. Donc, les missions américaines étant dédiées à ce programme de glace d'eau dans les cratères des pôles. Alors, rapidement sur le programme chinois, ce qu'on peut en dire, c'est il faut savoir que la Chine n'a rien fait en exploration planétaire au XXe siècle. Zéro. Et s'est mis à démarrer la fleur au fusil, c'est le cas de le dire, avec une efficacité absolument incroyable, tant dans le calendrier que dans la réussite. Chang'e 1, Chang'e 2, Chang'e 3, Chang'e 4, Chang'e 5, retour d'échantillon. Tout ça sont des succès. Chang'e 4, premier atterrissage sur la face cachée. Et donc, c'est vraiment technology-driven, c'est-à-dire que la science est assez secondaire pour l'instant, mais ils apprennent. Et ils apprennent vite, ils mettent beaucoup d'argent, il y a peut-être 200 000 personnes qui travaillent dans le spatial chinois. Donc, il y a beaucoup d'ambition, et l'ambition, c'est aussi envoyer un taïkonaute sur la Lune en 2036. Je vous montre un peu ce qu'est Chang'e 7 et Chang'e 8, qui devraient être identiques. 8 tonnes quand même, 8 tonnes 2, c'est écrit là. 8 tonnes 2 avec un satellite orbiteur, un hopper, un engin incroyable qui a la capacité de faire 250 km sur la Lune en décollant, se posant, analysant, redécollant, se posant, etc. Et donc ça, c'est très très innovant. Les rovers, on les a déjà vus, il y en a 2 qui existent déjà, et l'atterrisseur lui-même. Donc Chang'e 7, Chang'e 8, c'est pour bientôt, 2023-2024. Et à terme, 2030, alors c'est ce qui s'appelle l'ILRS, International Lunar Research Station, c'est le terme chinois traduit en anglais, pour lequel les Russes d'ailleurs viennent de tourner le dos aux Américains et ont passé un accord avec la Chine. Voilà à quoi ça ressemble, c'est-à-dire que ce n'est pas une base habitée, c'est un certain nombre de modules qui se posent au pôle sud, probablement, qui communiquent entre eux, y compris des rovers, et on revoit d'ailleurs le hopper qui est ici, et qui pourra être visité vers les années 2036, c'est la date annoncée, par un taïkonaute. Et donc c'est ça l'objectif des Chinois dans les années 2030. Alors j'en viens aux Américains. Donc les Américains, il y a eu un rapport du National Research Council de 2014
sur lequel je me suis beaucoup inspiré pour cette conférence. Et voilà ce qu'il dit, ce rapport, pour les vols habités. En fait, il n'y a pas 36 destinations pour l'homme dans l'espace. Il y a la Lune, c'est déjà fait, les astéroïdes, bien sûr, Mars, et puis Phobos et Deimos. Voilà, en gros, il n'y a rien d'autre à l'échelle de 20, 30, 40 ans. On peut imaginer beaucoup plus loin, mais c'est encore... c'est trop loin, je dirais. Et Mars correspond à l'objectif le plus difficile pour des êtres humains, et donc il y a énormément de risques techniques, budgétaires et autres. Mais en gros, la NASA, le Congrès et la Maison-Blanche se sont fixés cet objectif, et c'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs décennies. Donc, alors au début, c'était un discours. Maintenant, c'est réellement un programme avec des dépenses importantes avec le SLS et Orion. Et surtout le premier vol Artemis début de l'année prochaine. Donc tout ce que fait la NASA dans les vols habités aujourd'hui doit aller vers cet objectif, notamment les vols de 6 mois dans l'ISS, qui sont faits aussi pour préparer l'homme sur Mars. Alors un mot sur une notion importante dans le spatial, qu'on appelle le delta V. Et ça, c'est donc un diagramme de la vitesse qu'il faut donner au véhicule. Alors ça peut être la fusée qui vous met en orbite basse. Ça, c'est le fameux 7 km par seconde pour arriver à l'ISS. On l'a ici, c'est la fusée qui fait le job. Et puis, vous envoyez des véhicules qui peuvent aller plus loin. Et là, le delta V va vous fixer la taille du réservoir d'ergol. Pour faire le job. Donc on peut aller vers... Alors cislunar, c'est l'orbite lunaire. Les lunars sortis, c'est Apollo. Hein, voilà. Donc il faut typiquement une vingtaine de kilomètres par seconde pour se poser sur la Lune. Alors pour les astéroïdes, il y a une gamme très étendue. Quelques-uns avec des delta V faibles, mais très peu. Mais on peut monter sur les delta V de 30, qui est absolument considérable. Et pour Mars... la mission la plus simple, c'est le survol. On est quand même à une mission de quasiment 600 jours, hein, déjà. Et puis, si vous avez vu Seul sur Mars, je pense que vous l'avez vu pour beaucoup d'entre vous, la problématique du séjour court. Et le séjour court, on est à des delta V de 30 km par seconde, très élevés. Et le séjour long, qui est l'objectif ultime de ces missions, où on a gagné, on est plutôt à 23-24 km par seconde, puisque c'est la mission naturelle. Quand vous arrivez sur Mars, si vous voulez attendre le créneau pour revenir ensuite, eh bien, il faut attendre 500 jours. C'est le créneau naturel. Le retour à 30 jours est un retour compliqué qui passe par Vénus et qui induit un retour de 400 jours en lui-même. Notez également donc, la durée. On est à 900 jours pour ce type de mission. C'est ça qui va, ou 600 si on est sur ces missions-là. Mais donc, on est sur des durées très très longues et ça complique énormément les choses. Alors, une notion qui est intéressante, qui est vraiment un décroississeur de combien ça va coûter, parce que souvent on se demande combien ça va coûter. Alors, une façon d'essayer d'estimer le coût, c'est simplement de peser ce que vous envoyez dans l'espace pour faire le programme. Et donc, on voit que, comparé à l'ISS, qui est d'environ 420 tonnes, l'homme sur Mars, on est plutôt au triple, plutôt vers 1200 tonnes à peu près. Donc là aussi, c'est beaucoup plus compliqué, alors qu'un programme type Apollo ou orbite lunaire, on est plutôt à 200 tonnes, le Apollo étant environ à 400. Ça aussi, ça va vous fixer un petit peu les coûts. Alors, le rapport de 2014 dit, pour des tas de raisons, y compris budgétaires, c'est-à-dire ne pas augmenter le budget de la NASA à 185 milliards, c'est pas possible. Il va falloir passer par des intermédiaires stratégiques et il faut un pathway, c'est-à-dire il faut définir comment on va de l'orbite basse à la surface de Mars. Et là, il y a plein d'options possibles, y compris passer par la Lune, y compris passer par les astéroïdes, y compris passer par Phobos et Deimos. Et ça, c'est aux politiques et à la NASA de faire le choix. Mais on ne pourra pas y aller en direct. C'est ça la chose importante. Donc, ce que M. Zubrin propose depuis déjà très longtemps, qui est le fameux Mars Direct, voilà, le rapport dit pas possible. Donc, on oublie tout de suite, on ne pourra pas faire du Mars Direct.
Alors, pour faire cette mission de surface lunaire, martienne, pardon, il faut un certain nombre de choses qui sont listées sur la partie gauche ici. Et en gros, il y en a 2 qui sont financées, les autres ne le sont pas. D'une part, le SLS, ici, le gros lanceur qui devrait mettre plus de 100 tonnes, il est financé et la capsule Orion est financée. Mais le reste ne l'est pas. Notamment, je parlerai du MAV, etc. Et donc, il reste beaucoup de choses à faire avant d'envoyer l'homme sur Mars, y compris les aspects, j'en parlerai un peu, de nucléaire. Ce rapport daté de 2014. 2015, la NASA fait son choix stratégique, qui va d'ailleurs être confirmé via cette belle communication qui est un peu incompréhensible. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Mais en gros, en 2017, ça se confirme. Le choix de la NASA, c'est la LOPG, c'est Lunar Orbital Platform Gateway, c'est-à-dire une petite station spatiale en orbite lunaire. Pourquoi ? Parce que ça permet d'étudier l'autonomie d'une station par rapport à l'ISS qui est à 400 km. Ça permet d'apprendre le transport de modules de 20 tonnes qu'il va falloir emmener à cette station, etc., etc. Néanmoins, c'est quand même la facilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour cette... il suffit de transposer l'ISS au niveau de l'orbite lunaire. Donc la NASA joue la facilité et reporte les problèmes à plus tard. C'est un outil de coopération extrêmement puissant. Dans cette version initiale, avec 11 modules, on retrouve les partenaires traditionnels, la Russie, l'ESA, le Japon et le Canada. Et l'ESA a 2 modules prévus. Depuis, la Russie s'est retirée. Donc ce slide est un peu obsolète. Et depuis, la LOPG a réduit comme peau de chagrin, je vais y arriver. Alors un mot sur le problème de l'orbite lunaire, c'est que les orbites lunaires ne sont pas stables. Vous avez remarqué qu'à part Lunar Reconnaissance Orbiter, mais Chandrayaan par exemple et d'autres, au bout d'un an, ils se crachent. C'est-à-dire que vous avez un effet, la Terre tire sur l'orbite de l'engin qui tourne autour de la Lune. Tirer, ça veut dire que l'excentricité augmente, mais aussi que le périastre, le périlune baisse. Et plus votre périlune baisse, et ben à un moment vous touchez. Donc boum, c'est le crash. Et donc c'est pas stable. Et ça pose un vrai problème. Donc il y a eu beaucoup de travaux pour trouver ces orbites qui ont un nom imprononçable, le Near Rectilinear Halo Orbit. Alors elles sont stables, mais néanmoins elles évoluent. Et je pense que c'est ce type d'orbite qui va être privilégié pour la LOPG pour survoler le pôle sud à basse altitude. Dans la mesure où on peut facilement atteindre le pôle sud depuis ce type d'orbite. Ça sera confirmé, mais c'est sur ce type d'orbite que les choses vont avoir lieu. Et la LOPG, à cause de Trump qui a dit « je veux un Américain sur la Lune en 2024 », ce qui s'appelle Artemis, la LOPG, tout d'un coup, a beaucoup réduit. Il n'y a plus que quelques modules, un module d'habitat, un module pour l'eau, le gaz, l'électricité, je dirais, et puis... l'Europe est présente à travers les European Service Modules, c'est-à-dire ces modules-là. À chaque fois que la capsule Orion, qui emmène des hommes, partira au-delà de l'orbite basse, à chaque fois, il y aura une contribution de l'Europe qui est l'ESM. Donc on peut estimer qu'on est en droit d'avoir à un moment un astronaute européen qui ira au moins en orbite lunaire, si ce n'est plus tard peut-être à la surface. Alors j'en viens à Artemis. Alors il faut bien avoir à l'esprit que Artemis, c'est le Apollo du XXIe siècle. Voilà. Vous changez le mot Apollo par Artemis. Artemis, c'est retour sur la surface lunaire. C'était 2024. J'ai mis 2024 réunion 2026 parce que aujourd'hui 2024 est absolument intenable. Ça sera probablement 25 ou 26. Et il y a eu une âpre compétition pour le Human Landing System, le système d'atterrissage qu'on appelait le LEM sur Apollo. Et il y a eu 3 compétiteurs. Voilà le concept de Blue Origin, qui est un concept à 2 étages, assez classique. Ce 2e étage redécollant. Toujours pour 2 astronautes, a priori. Blue Origin, c'est Jeff Bezos. Hein. Et j'ai mis le nombre de personnes qui travaillent dans cette compagnie, donc 2500 à l'époque. Dynetics, qui est moins connu, mais qui travaille avec des grands industriels américains aussi, environ 2000 personnes. Un concept à 2 étages, beaucoup plus ramassé, c'est-à-dire proche de la surface. C'est
Bon, c'est tout bête, mais ça aide à descendre la fameuse échelle. Et comme tout ça est au pôle sud, vous voyez ces panneaux solaires qui sont verticaux et qui peuvent être très très grands. Il n'y a pas de vent sur la Lune, donc on peut mettre des panneaux solaires très grands. Et troisième compétiteur, évidemment, SpaceX, qui, telle la fusée de Saint-Ouen, envoie donc son Starship sur la Lune, de cette façon. Et le Starship, c'est une fusée qui fait, je ne sais plus, 40-50 mètres de haut, donc la nécessité d'un ascenseur et tout le tout team, puisque là, vous avez essentiellement les réservoirs et la zone habitée est là-haut. J'ai mis qu'il y avait 8000 personnes chez SpaceX, et surtout, ils avancent, ils font des tests, vous avez probablement entendu parler. Alors, en avril 2021, c'est à la surprise de tout le monde. D'une part, il y a un seul sélectionné et pas deux, alors que la NASA avait dit j'en sélectionnais deux en compétition. Et d'autre part, c'est SpaceX qui se retrouve sélectionné. Alors pourquoi SpaceX est sélectionné? Je dois dire que moi-même, j'y croyais pas. En fait, il y a trois raisons. Le prix. SpaceX vend tout ça pour 2,9 milliards, ce qui est à peu près la moitié des propositions des autres. D'autre part, ce qu'on appelle le Technology Readiness Level, c'est-à-dire son niveau d'avance technologique. Les autres n'ont rien fait quasiment pour le HLS, alors que SpaceX fait déjà des essais. Et troisième argument, la perfo, puisque cet engin, là où la NASA voulait 10 tonnes de fret pour les bagages, on va dire, cet engin a une capacité de 100 tonnes de fret. Donc finalement, avec un Starship, on peut faire énormément de choses. Alors là, Bezos n'est pas content et il a contesté. Il a contesté par deux fois, une fois devant l'instance de contrôle de la NASA. Il a été repoussé en disant tout va bien, et devant une cour fédérale qui a elle-même aussi repoussé la plainte de Bezos. Alors, tout ça se passe beaucoup sous forme de communication. Alors, cette slide, elle est très intéressante. Il faut savoir, ça s'appelle de la propagande, cette slide. C'est Bezos qui l'a sortie sur Twitter. Et elle dit quoi? Elle dit que il y a les petites astérix là, par des instances officielles, que c'est une immense complexité et un risque colossal. Et Bezos affirme que depuis un pas de tir qui n'existe pas, ici, il va falloir lancer 16 Starships pour, à la finale, en avoir un qui se pose sur la Lune. Alors c'est vrai que quand vous voyez ça, pourquoi? Parce qu'il faut faire de refueling. Il faut à peu près environ 14, 15, 16 véhicules pour remplir en orbite basse. Ça fait peur. Et on se dit que la NASA a quand même un vrai problème parce qu'elle a sélectionné SpaceX et néanmoins, ça ne va pas être simple de faire tout ça. La suite, on verra. Donc le 4 novembre, la plainte de Bezos a été repoussée par une cour fédérale aux États-Unis. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Je n'en sais rien, on verra, mais ça c'était il y a 2 semaines. Alors, sur la Lune, il y a un intérêt fort pour le pôle Sud. Alors, ça aurait pu être le pôle Nord, bon, mais il se trouve que le pôle Sud a l'air un peu plus attractif sur le plan quantitatif. Donc, dans cette image, on voit que ce qui est bleu, c'est la signature de la glace d'eau via les détecteurs de neutrons de Lunar Prospector et de d'autres engins qui ont identifié la présence d'hydrogène qu'on attribue à l'eau. Donc, d'une part, dans des cratères dans la nuit noire permanente, mais aussi, et ça c'est peut-être plus intéressant, en dehors de ces cratères, puisque dans ces cratères-là, vous êtes à moins de 100 degrés, ça va être très compliqué d'y aller. On verra. Et donc, il y a cette idée d'aller, donc le pôle Sud est ici, et d'aller se poser, voilà, on est en train de chercher, il y a ce qu'on appelle des pics de lumière éternels, proches de ces fonds de cratères à moins de 100 degrés, et l'idée c'est de se poser sur les zones illuminées, quitte à aller explorer un de ces cratères. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que dans cette slide un peu compliquée, il faut se focaliser sur le rond que j'ai rajouté. En fait, sur la Lune, alors peut-être les chiffres sont optimistes, vous avez à peu près pour $500, vous avez un litre d'eau. Ça, c'est le chiffre qui est là.
si tout va bien et si toutes les estimations sont correctes. Alors, apporter cette eau depuis la Terre coûte environ 35 000 $. Donc, c'est ce ratio-là qui incite beaucoup à faire de l'ISRU in situ, ressources utilisation, essentiellement lié à l'eau, mais aussi pour les propellants, c'est-à-dire fabriquer H2O2 par exemple, qui sont des carburants de fusée. Donc il y a un intérêt très fort d'aller voir ce qui se passe au pôle Sud et on aura la réponse vers 2023-2024 dès que... Aujourd'hui, on n'est jamais allé au pôle Sud. Donc tout est fait à distance et donc on n'a pas la vérité terrain. Donc il y a un énorme point d'interrogation sur cette affaire. Est-ce que ça sera possible ou est-ce que ça sera possible? Alors un mot, l'équivalent sur Mars. L'équivalent sur Mars, sur cette slide, c'est de vous dire si vous voulez apporter 1 kg d'ergol, de carburant, pour redécoller de Mars, il vous faut 226 kg pour l'envoyer là-bas. Le ratio est de 1 pour 226. Et c'est là où, effectivement, on voit que produire du carburant depuis la surface vous fait gagner énormément de masse, donc beaucoup d'argent. Donc il y a là aussi sur Mars énormément d'intérêt à aller voir l'eau dans le sous-sol pour pouvoir l'extraire. Alors Viper, qui est une mission automatique américaine, avec un rover avec des panneaux verticaux, donc on est au pôle Sud, va passer d'un pic de lumière pour commencer à descendre dans ces cratères, et un système de forage. Donc on va prélever, on va pour la première fois avoir une vérité terrain, et donc je vous donne rendez-vous pour la mission Viper pour savoir si ces choses-là sont faisables. Voilà, le site d'atterrissage du Viper, c'est le cratère Nobilé. Donc c'est pas un cratère en permanence dans la nuit noire, mais il y a des zones probablement où il devrait y avoir de l'eau. Parce que vous voyez la température, il n'y a pas que dans les cratères qu'il fait très froid, mais on peut avoir des températures assez basses avec un soleil très rasant. Et ça, évidemment, ça change tout et ça serait beaucoup plus facile. Alors maintenant, sur Mars, sur la mission habitée martienne, la base martienne, qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller? Ben voilà, vous avez ici une liste à l'après-vert de tout ce qu'il va falloir développer. Le MAV étant, je l'ai déjà dit, un des engins les plus difficiles à fabriquer. Il y a des problèmes de propulsion, des problèmes d'énergie. Voilà. Je vais essayer de balayer un petit peu tout ça. Vous expliquer que sur tous ces sujets, quand je mets R&T, ça veut dire qu'on n'est pas très avancé. On est au stade de la R&T, c'est-à-dire d'une activité de labo. Il y a eu une démonstration de ce bouclier gonflable en orbite terrestre, qui n'était même pas en orbite d'ailleurs, c'était une mission fusée-sonde. Voilà, donc on est allé un peu plus loin que la R&T pour le bouclier gonflable, mais sinon, pour le reste, on est dans la R&T, c'est-à-dire qu'il y a du boulot, c'est pas fini. Un des exemples, c'est le véhicule de transport. Donc là, vous avez le schéma d'un véhicule qui serait nucléaire. Le véhicule de transport qui pourrait être aussi l'espèce de station spatiale en orbite martienne qui va attendre les hommes au moment où ils vont vouloir revenir vers la Terre. Ils vont décoller avec le MAV, ils vont se docker à cet engin et pour repartir sur Terre. Un engin qui fait 300-500 tonnes, donc c'est un engin énorme. Le problème, c'est que la meilleure propulsion, c'est une propulsion cryogénique, H2O2. Or, on ne sait pas stocker H2O2 pendant 500 jours dans des réservoirs. Ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème pour fabriquer cet engin-là avec des ergols stockables pendant des années. Donc on va certainement avoir un système de propulsion moins efficace, puisque vous savez qu'en chimique, H2O2, c'est le meilleur système qu'on puisse avoir. Donc là, on a déjà une difficulté, il faut faire de la R&D. Alors, un petit mot sur l'efficacité de la propulsion, ce qu'on appelle l'ISP, parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Pour une voiture, c'est, si vous voulez, une voiture qui consomme peu, c'est des litres au 100. Pour un moteur, son efficacité, c'est l'ISP. Plus ce chiffre qui s'exprime en secondes est grand, plus le moteur est efficace. Et typiquement, pour un moteur chimique, l'ISP, c'est typiquement 300 secondes. C'est-à-dire le temps pendant lequel une masse d'ergol va pouvoir accélérer sa propre masse
avec une accélération de 1G. Voilà, c'est ça la définition de l'USP, mais ça vous donne l'efficacité. Et quand on commence à aborder le nucléaire, alors là, ça fait rêver parce qu'on a des ISP qui sont pour le nucléaire électrique, donc 3000 à 6000, donc on est 10 à 20 fois plus efficace que du moteur chimique. Ça veut dire que tout simplement la taille du réservoir de carburant peut être réduite d'un facteur du 10 à 20. Néanmoins, dans la propulsion électrique, on est à faible poussée. Donc là, on ne va pas l'utiliser pour l'équipage, on l'utilisera plutôt pour le fret, parce que le voyage va être un peu long. Pour le nucléaire thermique, on est plutôt dans un facteur 3, meilleur que le chimique. Et là, on peut imaginer, quand on parle de voyage bien inférieur à 200 jours, c'est si on utilise le nucléaire thermique, on pourrait descendre à peut-être 4 mois ou 3 mois à vérifier. Donc là aussi, les Américains relancent le programme nucléaire spatial. Quand on dit relance, ils mettent tout de suite 300 millions de dollars dans le budget. Ce n'est pas des petites sommes et ce n'est qu'un début. Alors maintenant, l'atterrissage sur Mars. Alors l'atterrissage sur Mars, c'est assez compliqué. Donc ce qui s'est fait de mieux jusqu'à maintenant, c'est Curiosity et Perseverance. Typiquement une tonne. Ce qui est compliqué, c'est ça, les 6 changements de configuration. Ça, vous ne l'avez pas sur la Lune. Sur la Lune, c'est ultra simple. Vous vous laissez tomber, puis vous allumez les rétrofusées et vous avez pratiquement un changement de configuration. Là, vous en avez 6, bouclier, parachute, etc. Donc plein de pyros, un logiciel compliqué de 500 000 lignes. Et tout ça n'est pas scalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir que le Skycrane puisse déposer 30 tonnes. Ça ne marche pas. Sur le papier, ça ne marche pas. Et en plus, la décélération serait probablement mortelle. Donc il faut un nouveau système. Il y a typiquement 2 grandes idées. Celle du bouclier gonflable, c'est l'idée de Boeing. Voilà, comme on est limité par la taille de la coiffe de la fusée, eh bien, ensuite on déploie ce bouclier gonflable pour pouvoir atterrir sur Mars. Et là, je parle d'atterrissage de 30-40 tonnes. Soit le concept de type navette, ou de type Starship, c'est-à-dire ce qu'on appelle le L over D, très supérieur à 1, c'est-à-dire un corps allongé qui va planer pour se poser et ensuite se mettre vertical et se poser. De toute façon, dans le rapport de 2014, il faut une 40aine d'années pour développer cet engin. Donc j'ai remis à jour, voilà, ça nous mettrait en 2045 au plus tôt si on se lançait dans l'atterrisseur et le MAV. Ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, il n'y a que de la R&D. Alors, moi, j'aime bien vous montrer à peu près à quoi pourrait ressembler un MAV. C'est un concept qui a été dessiné par M. Steve Burg. Il ressemble beaucoup, d'ailleurs, à celui de Seul sur Mars, pour ceux qui ont vu le film. Voilà la taille de l'engin qui doit redécoller, sachant que l'étage qui reste là, il est évidemment vide, puisqu'il a servi à l'atterrissage, et seul cette partie-là est pleine d'ergols. Et c'est là où, comme une fusée, c'est 80 à 90% d'ergols, soit vous atterrissez avec la fusée vide et vous avez une fusée, un MAV qui est relativement léger, et vous faites le plein sur Mars. Ça, c'est très attractif sur le papier. Soit vous ne savez pas faire et vous allez faire atterrir une fusée pleine d'ergols, donc extrêmement lourde, et ça complique énormément les affaires. Surtout que dans ce concept-là, c'est même une fusée à 2 étages qui redécolle. Donc, alors ça se traduit par ce type de diagramme. Alors c'est uniquement la masse d'ergols qui est affichée ici, mais si vous ne faites pas donc d'ISRU, c'est-à-dire si vous n'allez pas chercher des ergols sur Mars, il faut amener 30 tonnes d'ergols pour le MAV, ce qui est ici, entre le CH4 et l'oxygène, c'est ça qui va être utilisé. Si vous extrayez l'oxygène, qui est assez facile, du CO2 martien dans l'atmosphère, vous n'avez que le CH4 à amener, vous descendez de 30, vous êtes à moins de 10 tonnes. Et si vous faites aussi du CH4 sur Mars avec H2O et CO2, beaucoup d'énergie, eh bien, on descend à quasiment un facteur 10 dans la masse à envoyer sur Mars pour faire le job. Donc là aussi, c'est une technologie facilitante, mais il y a un énorme point d'interrogation pour savoir si ça sera faisable. Alors ça, c'est une slide très compliquée que je n'ai pas envie de détailler, mais le seul chiffre qui m'intéresse, c'est à la fin, il vous faut 68 tonnes d'eau pour une mission typiquement de 500 jours, dont une partie sont pour l'équipage et une partie pour le MAV.
utiliser l'eau pour fabriquer du CH4, etc. Donc ce n'est pas des petites quantités. Et aujourd'hui, on n'a pas quantifié l'eau dans le sous-sol. On a des idées, mais il faut y aller et il faut quantifier tout ça dans une perspective non pas d'études scientifiques, mais d'exploitation quasiment au niveau industriel. Quant au nucléaire, en 2018, la NASA a relancé donc ses activités nucléaires, notamment avec ce concept de kilopower, donc un petit réacteur de 1000 watts, sachant qu'il est fabriqué dans la perspective de pouvoir le faire grossir pour avoir, c'est ce que j'ai mis ici, il faudrait pour l'ISPP, qui demande beaucoup d'énergie, typiquement il faut 100 kW sur Mars. Et 100 kW, je rappelle, c'est la dimension des panneaux solaires de l'ISS. Donc, on ne peut pas le faire avec des panneaux solaires, donc il faut un petit réacteur sur Mars pour faire le job. Donc, il faut quelque chose qui soit à peu près 100 fois plus important que ce petit... Alors, évidemment, il y a des risques politiques au lancement, et il faut fabriquer quelque chose d'extrêmement fiable, presse-bouton. Plug and play, comme on dit. Un petit mot sur les radiations, parce que c'est quelque chose d'important. J'aime bien cette slide qui vous montre que c'est un peu la roulette russe. Donc, vous avez les missions Apollo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et vous aviez les éruptions solaires, dont celle-ci, qui, entre 16 et 17, est dans la gamme mort instantanée. Donc, ça veut dire que si les astronautes étaient sur la Lune au moment de cette éruption, ils seraient morts. Après, vous avez quand même des éruptions de ce type-là qui est irradiation sévère. Donc, il y a un effet roulette russe qui vient de l'activité du Soleil. Alors évidemment, si vous êtes dans un module, vous pouvez enterrer le module, mettre des choses, mais si vous êtes en sortie extravéhiculaire, il faut le temps de préavis. Une éruption solaire, on peut la prévoir à quelques jours d'avance, puisque c'est quelque chose qui vient du Soleil à vitesse finie. Mais il va falloir prévoir des systèmes si vous commencez à rester longtemps. Alors, il y a les éruptions solaires dont on peut se protéger avec un bouclier, y compris sur Mars, sur alerte. Il y a ce qu'on appelle les GCR, les rayonnements galactiques, 1000 fois plus énergétiques. Là, on ne peut pas se protéger. Là, il n'y a rien. Il faudrait des boucliers d'1 mètre d'épaisseur. Le concept qui est là est un concept futuriste, mais... comme je dis souvent, vous imaginez pas d'habiter sous une ligne à haute tension. Bon, donc vous imaginez pas de vivre à l'intérieur de ce genre de choses pour vous protéger des GCR. C'est une fausse bonne idée. Donc les GCR, faut faire avec. Ce qui n'est pas dramatique, ce qui est préoccupant, sérieusement, pas complètement dramatique, au sens où la dose que vous allez recevoir, bon, les limites aujourd'hui, c'est pour un homme non-fumeur, ça c'est un peu une blague, de 55 ans, sans exposition préalable, puisque c'est la dose intégrée sur votre vie, vous l'atteignez en 600 jours, puisque vous allez être irradié pendant le voyage et également sur Mars. Et bon, alors pour une femme et pour des jeunes, ça serait plutôt 200 jours, parce que les femmes sont plus sensibles que les hommes. C'est d'où des tests sur des jumeaux pour voir comment on répare son ADN. Ça pose un problème d'éthique. Et d'ailleurs, le problème d'éthique a été posé d'une certaine façon très récemment, puisque cet été, la NASA a annoncé que finalement, elle changeait la règle du jeu. Les doses limites pour les astronautes allaient passer à 600 millisieverts. Et là, vous voyez que l'ESA, c'était 1000. Le Canada, c'était 1000. Donc finalement, la NASA est encore en dessous de... et puis les Russies, c'est 1000. Et 1000, c'est exactement la valeur de la mission martienne. On est à 1000 millisieverts ici. Mais j'ai entouré aussi ce petit bout de phrase, c'est il y aura des dérogations, tout simplement. Donc je pense que le problème des radiations va se traiter avec ces dérogations. Ils vont avoir 1000 millisieverts. Ça peut être un critère de sélection des astronautes, c'est-à-dire si vous réparez bien votre ADN, vous êtes go pour Mars. Si vous réparez mal, vous ne pourrez pas aller sur Mars. Ça peut pas être un critère. Sur les aspects budgétaires, pour conclure, je l'ai déjà un peu dit, on ne peut pas obtenir une très forte augmentation comme ça s'est passé pour Apollo.
Donc il faut étaler les dépenses, donc avec des profils typiquement d'augmentation de 2,5% par an, sachant que l'opinion publique n'est pas extrêmement enthousiaste en général, y compris aux États-Unis. Et j'ai mis que pour un coût de 400 milliards, bon, c'est un ordre de grandeur, on est dans des schémas qui se situent vers 2050-2060, parce que voilà, on étale les dépenses entre la situation qui était avant 2020. Et donc là, on a la LOPG qui commence, et en faisant l'hypothèse qu'on a un budget en modeste croissance, on se retrouve vers environ 2050 pour une mission sur Mars, sachant qu'on pourra avoir des missions vers Mars plus tôt. Ça va dépendre un petit peu de combien de temps les Américains vont rester sur la Lune, alors que les premières missions vers Mars pourraient s'imaginer dans les années 2030. Alors, sur la question du pourquoi, ça c'est assez intéressant, parce qu'on dit beaucoup de bêtises à ce sujet. En gros, ce n'est pas un problème scientifique, comme pour Apollo. Hein. Les Américains ne veulent pas envoyer l'homme sur Mars pour aller chercher, savoir s'il y a eu de la vie. Ça, c'est pas sérieux. Est-ce qu'il y a un espoir d'impact économique positif, c'est-à-dire de faire du business ? Non, c'est pas sérieux. Et si on veut faciliter la R&D, on doit pouvoir le faire en dépensant moins de 400 milliards. Donc ce n'est pas non plus un argument très fort. La sécurité nationale, c'est quand même... Vous savez qu'aux États-Unis, tout passe par la sécurité nationale, mais là, ce n'est pas non plus très sérieux comme argument. Pour les aspects de stature et de géopolitique, certainement que ce programme, c'est du soft power, comme on l'a vu sur l'ISS, et c'est-à-dire que ça permet de rallier les partenaires, même si la Russie est en train de se tourner vers la Chine. En tous les cas, l'Europe, elle, a décidé de faire partie du voyage. Sur les aspects éducation, inspiration, oui, même si les programmes scientifiques sont quand même très attractifs aussi dans ce domaine. Et l'homme versus le robot, donc ça c'est tout un débat, l'homme fait mieux, plus vite, etc. C'est vrai, mais attention, il faut que cet argument soit valable en 2040 ou 2050. Avec l'intelligence artificielle, on ne sait pas, mais à une certaine date, probablement le robot sera aussi efficace que l'homme. Donc ce n'est pas un argument suffisant à mettre en avant à lui tout seul. Le problème de survie, ça c'est le plan B, c'est cher à Elon Musk, qui est un plan très critiquable sur le plan de l'éthique. Là, ils sont plus modérés dans leur argument. Ils disent que c'est impossible de dire si on pourra aller vivre sur Mars. Personnellement, je suis convaincu qu'on ne vivra jamais sur Mars en tant que plan B, planète B, je dirais. Et alors, destin de l'humanité, partagé et inspiration, oui, il y a un peu de ça dans cette mouvance. C'est le propre de l'homme d'explorer, comme Tsiolkovsky nous l'a rappelé il y a plus d'un siècle. À la fin, les arguments se traduisent par des questions. C'est assez curieux d'ailleurs. C'est-à-dire jusqu'où l'homme pourra aller dans l'espace. Donc aujourd'hui, c'est Mars qui est un peu la limite. Et c'est l'horizon de Gaulle. C'est-à-dire derrière, on est au-delà de l'horizon, donc on n'en sait fichtre rien. Ce qui est sûr, c'est que quand SpaceX met un Starship sur Europe, satellite de Jupiter, on n'ira pas à cause des radiations. Les doses de radiation sont terribles. Alors, qu'est-ce que les humains vont découvrir ? Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien à quoi va servir les vols habités. Ça sera sur place qu'on saura un petit peu à quoi servent les hommes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réponse, à part qu'ils vont beaucoup travailler sur leur propre survie. Donc il n'y a pas une raison qui justifie tout ce programme. C'est peut-être un ensemble de choses. Et par ailleurs, comme je disais, l'opinion publique est modérément intéressée par ce type de choses. Il y a certainement des passionnés, mais en moyenne, c'est un pourcentage assez faible. Alors moi, je rajouterais un argument supplémentaire, qui est plus personnel. Ça vient de ce constat que les USA sont les seuls pays au monde à consacrer la moitié de leur budget spatial civil aux vols habités, là où l'ESA consacre 10% de son budget aux vols habités, ce qui est plutôt le ratio. Enfin, c'est le ratio de l'ESA. Et ça, c'est l'héritage d'Apollo direct. Vous avez environ 70 000 personnes qui travaillent dans ce domaine, que les congressmen sont des gens qui sont
d'un État, la Floride pour les lancements ou le Texas pour certaines bases, la Californie pour d'autres. Et donc tous ces États voient beaucoup de jobs derrière ces programmes. Donc il y a une volonté des congressmen de maintenir ces activités coûte que coûte. Et finalement, le Mars est l'objectif idéal pour ça, parce qu'il est à très long terme, ce qui veut dire pour les industriels, tout simplement des contrats sur des durées très longues, et ça c'est bon pour le business et c'est bon pour les jobs. Et pour la NASA, ça donne une vision au programme spatial américain. Vous savez que quand on dit aux États-Unis que vous n'avez pas de vision, c'est dramatique. Donc c'est un argument extrêmement fort, et aujourd'hui c'est derrière cette vision que la NASA, la Maison-Blanche et le Congrès sont focalisés. D'ailleurs, ça fait 70 ans que ça dure avec Elon Musk. Donc ma conviction, c'est que ça va se faire, peut-être certainement dans la douleur, certainement avec du retard, mais c'est vital. Sauf crise majeure, ça sera le programme emblématique du XXIe siècle. Alors c'est un petit peu ce que je résume dans ce livre. Alors Dernière nouvelle de Mars, c'est pas le bon titre, c'est plutôt la mission du siècle. Voilà, merci.